Salut tout le monde et bienvenue au casino des CPGE scientifiques. Je suis le tricheur à l'as du carreau. Je me suis échappé de ce tableau-là qui portait mon nom. Voilà, pour faire l'expérience du travail dans le casino. Les joueurs, les voici. Voilà, vous les avez connus. Donc après la première partie où l'enjeu était le pourquoi est-ce qu'on travaille. Donc la deuxième partie l'enjeu de la deuxième partie sera la division du travail et la hiérarchie. On attend que les messieurs se préparent. Très bien. Donc la première épreuve, est-ce que vous aviez parlé de la division du travail dans vos œuvres respectives? Eh bien, là, Madame Simon-Levé qui se repère toujours la première. À la page 58-59, donc en face de moi, un soudeur, de l'autre côté, une équipe de chaudronniers travaille autour de grandes tables. Travail accompli en équipe fraternellement avec soin et sans hâte. Plus loin, un gars costaud frappe avec une masse sur les barres de fer en faisant un bruit à fendre le crâne. Oui, donc vous avez bien souligné, madame. Donc il y a dans l'espace où vous aviez travaillé, dans la structure dans laquelle vous aviez travaillé, donc il y a différents types de travaux et chaque travail est assumé par un ouvrier ou bien par un ensemble. Donc c'est-à-dire au sein de l'entreprise ou bien de l'usine, donc il y a une certaine division du travail. Ce n'est pas un seul ouvrier qui fait tout, mais donc il y a cette répartition des tâches. Cela va dans le sens comme l'a dit Adam Smith, ça permet l'accroissement de la production. Eh bien, oui, vous avez bien soutenu là la question. Ou bien, oui, pour vous, Virgile, voilà, la prochaine fois, s'il vous plaît, mentionnez votre nom sur la carte. Vous avez à la page 154, les unes, en effet, veillent à la subsistance et, fidèles au pacte conclu, se démènent dans les champs. Les autres, restés dans les enceintes de leur demeure, emploient la larme du narcisse et la gomme gluante de l'écorce pour jeter les premières assises des rayons, puis ils y suspendent leur cire compacte. D'autres font sortir les adultes, espoirs de la nation. D'autres épaississent le miel le plus pur et gonflent les alvéoles d'un limpide nectar. Oui, donc au sein de la société des abeilles, donc il y a également une répartition nette des tâches. Donc chaque groupe d'abeilles, il assume un rôle. Voilà, donc c'est-à-dire, l'harmonie ou bien la somme de ces travaux-là, donc il concourt à produire le miel. C'est bien, voilà, donc c'est plausible. Pour vous, monsieur Vénavert, voyez, vous dites qu'à la page 9, donc vous avez dressé une liste des personnages et chacun a une tâche spécifique dans l'entreprise. C'est bien, oui, on peut dire, donc il y a à la tête le PDG qui est Fernand Dehaze, le directeur adjoint c'était Olivier Dehaze, l'autre directeur commercial c'est Benoît, etc. Donc il y a, donc à chaque personnage correspond une tâche ou bien une responsabilité bien distincte. Oui, voilà. Également à la page 18, il y a le personnage Passemar qui dit « Ce n'est pas moi qui fabrique, moi j'achemine ». Donc c'est-à-dire, donc c'était donc il y avait une petite altercation, un petit malentendu avec un autre élément ou bien un autre salarié de l'entreprise. Donc Passemar, donc il dit qu'il est
voilà, son travail il est différent. Donc, c'est-à-dire il n'empiète pas sur les responsabilités de l'autre, ou bien il ne doit pas faire le travail de l'autre. Donc, voilà, donc s'il y a un problème, donc chacun doit assumer sa responsabilité. Oui, donc, oui, c'est bien. Donc, ce que vous avez tous dit, vous êtes tous d'accord sur ce point-là. C'est bien. Voilà. Bon, du moment qu'on travaille que le travail est divisé, qu'il y a une division de tâches, est-ce que tous ceux qui travaillent, ils ont la même responsabilité, ou bien voilà, quand on est dans un espace ou bien dans une structure de travail, est-ce que tous les éléments qui s'y trouvent, ils ont le même grade, ils sont sur le même niveau. Voilà, je dis, voilà, c'est impossible qu'il y ait une égalité dans n'importe quelle structure. Donc il y aurait forcément des supérieurs et des inférieurs. Eh bien, donc voilà, donc c'est la hiérarchie au travail. Bon, donc la hiérarchie au travail, c'est l'organisation d'un ensemble en une série où chaque terme est supérieur au terme suivant. Oui, voilà, donc voilà, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie. Donc dans vos œuvres, est-ce que vous avez parlé de cette hiérarchie? C'est-à-dire que l'organisation du travail, il donne la configuration où il y a des supérieurs, il y a des inférieurs. C'est bien. Voilà, donc toujours Simon Level qui nous donne la première réponse. À un certain moment, donc il a parlé du chef d'équipe et du chef d'atelier. Voilà, du moment qu'il y a un chef d'équipe et un chef d'atelier, c'est-à-dire au-dessous du chef d'équipe, il y a des salariés, il y a des ouvriers qui travaillent sous ses ordres. Et lui, il travaille, il doit obéir à un autre chef. Et ce chef-là, il doit obéir à un autre chef, et ainsi de suite jusqu'au sommet de l'entreprise. Voilà, donc ça montre très bien qu'au sein du travail, il y a cette hiérarchie, ou bien il y a cette cascade de responsabilité. Voilà, à la page 50, Simon Level ajoute, donc l'organisation à l'usine, elle est purement bureaucratique. Donc les rapports entre les divers éléments dans l'entreprise, les différentes opérations du travail. Bon, il y a le mot organisation, ici bien, purement c'est l'adverbe, c'est d'appuyer, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par bureaucratique? Donc la définition du Robert, donc c'est une autorité, un pouvoir diffus qui se caractérise par des règles strictes. La division des responsabilités, une forte hiérarchie et des relations impersonnelles. Bon, d'après ce qu'on peut comprendre de cette définition, c'est là où il y a bureaucratie, donc il y a une certaine rigidité. Voilà, effectivement. Donc une certaine rigidité, donc une rigueur dans l'application ou bien dans l'observation des règles qui régissent l'entreprise ou bien la structure du travail. Voilà, donc au sein de l'usine où Simon Level a travaillé, donc il a remarqué que l'organisation il est purement bureaucratique, c'est-à-dire il y a une certaine rigidité. Donc les rapports ils sont impersonnels, donc il n'y a pas le côté humain, il est en quelque sorte il est ignoré. Bon, donc c'est comme dans le domaine militaire, on est catégorique. Là, on ne remet pas en question les ordres qui viennent d'en haut. Voilà. Pour vous, Monsieur Virgile, est-ce que il est question de la hiérarchie dans votre ouvrage? Là, vous avez parlé de toujours les rois au milieu des rangs, reconnaissables à leurs ailes. Donc ici, les rois, on est dans la ruche.
Donc dans la ruche, voilà, donc puisqu'il y a des rois, donc il y aura des ministres, il y a des gouverneurs, etc. Donc ça veut dire que la société des abbés, c'est une société qui est fortement hiérarchisée. Voilà. Oui, effectivement. Voilà, dans une autre citation, page 153, seuls les élèves, leur progéniture en commun, possèdent des demeures indivises dans leur cité, passent leur vie sous de puissantes lois. Effectivement, donc, puisqu'il y a les lois, donc ce sont des lois qui sont strictement observées, mais on ne peut pas dire là qu'il y a de la bureaucratie au sein de la ruche. Mais voilà, donc dans la société des abbés, donc c'est une société qui est régie par des lois que tous observent d'une façon rigoureuse. Eh bien, voilà, donc il y a cette hiérarchie également dans la ruche. Voilà. Vous, monsieur Vénavert, voilà, est-ce qu'il y a de la hiérarchie dans votre ouvrage? Voilà, bon. Le personnage Passemar à la page 17 dit je dépends toujours de Madame Alvarez. Donc la dépendance, dépendre, c'est-à-dire être sous l'autorité de quelqu'un. Voilà. Donc je dépends, c'est-à-dire je fais rien sans l'aval sans la permission de mon chef. Donc et son chef c'est Madame Alvarez. Et regardez donc cette dépendance-là, donc ça dure longtemps, ça a commencé à un certain moment dans le passé, voilà, puis il continue jusqu'à présent. Donc là, il y a une certaine, donc la hiérarchie, elle est nette ici dans cet exemple-là. Voilà la page 27, donc monsieur Vinavert qui ajoute, Benoît qui parle, c'est le nouveau chef de l'entreprise. Vous, Madame Alvarez, dépendrez maintenant de Monsieur Saillon. Et voici notre chef comptable, Monsieur Cohen. Vous aussi, Monsieur Cohen, dépendrez de Monsieur Saillon. Bon, donc, quand Benoît il a pris les rênes dans l'entreprise, il a en quelque sorte voilà, réorganisé la hiérarchie. Voilà. Donc maintenant, Madame Alvarez, il dépend de Monsieur Saillon. Et voilà, et toujours, Vinavert, il dépend de Madame Alvarez. Donc on peut, voilà, à une échelle réduite, voir cette hiérarchie. Donc il y a Benoît qui est le président, et puis il y a Monsieur Saillon, il y aura Madame Alvarez, et au-dessous de Madame Alvarez, il y aura le personnage de Passemar. Donc là, donc, il y a une hiérarchie. Donc également, l'entreprise, c'est un espace, bien une structure bien hiérarchisée. Oui, donc vous avez bien démontré que voilà, donc la hiérarchie, c'est un fait voilà, net au sein de l'entreprise. Et du moment qu'il y a cette hiérarchie, donc il y a la hiérarchie implique un certain pouvoir aux mains du supérieur, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas des abus de ce pouvoir? Donc, généralement, quand quelqu'un a le pouvoir, tous ceux qui ont un pouvoir, donc ils en abusent. Hein. Ne serait-ce qu'un père à la maison, donc c'est lui qui a le pouvoir. Donc, il peut parfois abuser de ce pouvoir. Eh bien, donc, quand il y a l'abus, donc il y aura des préjudices, des séquelles, des dommages, des lésions. Voilà, donc, pour le troisième axe, essayer de montrer que l'exercice de la hiérarchie, donc, il donne lieu à des préjudices. L'oppression, c'est-à-dire l'action d'opprimer, asservir le salarié ou bien le travailleur, l'assujettir et même jusqu'à l'humilier. Et toujours Simone Veil qui se répère, il est impatiente, il a longuement parlé
des rapports entre chef et salarié dans l'entreprise. Alors, à la page 60, vous avez dit les ordres depuis qu'on pointe en entrant jusqu'à ce qu'on pointe en sortant. On peut à chaque moment recevoir un ordre et toujours il faut se taire et obéir. L'ordre peut être pénible ou dangereux ou à exécuter ou même inexécutable. Ou bien deux chefs donner des ordres contradictoires. Ça ne fait rien, se taire et plier. Voilà, donc la citation elle est longue mais elle est claire. Donc on remarque la répétition du verbe, du mot ordre. Donc chaque fois qu'il y a l'autorité, la hiérarchie, il y a des ordres, c'est normal. Mais regarde ce qui attire l'attention là. Donc voilà, dans la première partie de la citation, donc l'intervalle que constitue la journée du travail, du moment du pointage jusqu'à la sortie. Donc l'ouvrier, il est constamment en état de recevoir des ordres. Et quand on est dans cet état-là, donc psychiquement, donc ça pèse. On ressent une certaine lourdeur, on est irrité, donc ça entraîne un certain inconfort. Et aussi, quand on reçoit ces ordres-là, donc il faut se taire et obéir. Donc l'ouvrier n'a pas le droit de contester, de dire non. Il doit obéir, il doit obtempérer, il doit faire ce qu'on lui demande, sans hésitation, sans contestation. Donc l'ordre peut être, ce qui est un peu triste à vivre, c'est que l'ordre peut être pénible ou dangereux à exécuter ou même inexécutable. Donc les chefs, ils donnent parfois des ordres, si ce n'est toujours, dans les entreprises ou bien dans l'usine où Simon va travailler, donc ils donnent des ordres qui mettent en péril la vie des ouvriers, des ordres qui épuisent, qui fatiguent extrêmement les défis, pénibles à exécuter, difficiles à exécuter, qui mettent en péril, comme on l'a dit, la vie des ouvriers. Parfois, ces ordres-là, ils sont inexécutables, c'est-à-dire du moment que l'ordre est inexécutable, c'est-à-dire ce patron-là, ou bien ce supérieur, il n'a même pas pensé si l'ouvrier il est apte ou bien il a les possibilités de faire ce qu'il lui demande. Le comble de la citation, c'est que parfois donc deux chefs donnent des ordres contradictoires. Donc l'ouvrier il peut pas exécuter les deux ordres parce qu'ils sont contradictoires. Et aussi, donc, parfois, ils fusent en même temps. Donc, à qui obéir? Si on obéit à l'un, donc l'autre va se fâcher, il va s'énerver, il va le réprimander, le moriginer. Ici, donc, comme on dit, l'ouvrier, il est entre l'enclume, il se trouve entre l'enclume et le marteau. Et voilà, donc, quoi que ce soit, donc, l'ouvrier, il doit se taire et plier. Donc, il n'a pas le droit de relever la tête, de dire non. Voilà, c'est triste ce que vivent les ouvriers, à cause de l'abus de pouvoir. Simon Weil insiste, il veut ajouter quelque chose d'autre. À la page 72, il dit « On vit à l'usine dans une subordination perpétuelle et humiliante. » Voilà, donc oui. Donc la subordination, c'est être sous les ordres de quelqu'un, donc en dépendre, comme c'est le cas de Benaver. Et cette subordination, donc elle est perpétuelle, c'est-à-dire elle est constante, elle ne prend jamais fin. Et aussi elle est humiliante, c'est-à-dire il porte atteinte à la dignité de l'ouvrier. Oui, c'est triste, c'est une bonne citation celle-là. Facile à mémoriser, facile à accommoder, facile à en faire un bon usage. Quant à vous, monsieur Virgile, est-ce que la hiérarchie, mais l'exercice de la hiérarchie n'a pas de préjudice? À la page 113, vous dites que
tes ordres mécènes ne sont pas faciles à exécuter. Ici, Virgile, il a l'air de se plaindre, voilà, parce que ce mécène-là, qui est son protecteur, il lui donne des ordres, il lui demande de faire quelque chose qui c'est difficile à faire. Bon, donc cela, il le met dans une situation critique. Il ne peut pas dire non, il ne peut pas désobéir, sinon il sera rejeté, il sera jeté par-dessus bord, il n'aura plus cette protection, il sera condamné à la fin. Et voilà, donc ici, donc les supérieurs, ils abusent de leur pouvoir, donc au point de donner ce genre d'ordres qui ne sont pas réalisables ou bien qui mettent en péril la vie de leurs subordonnés. Bon, encore à la page 41, donc vous dites, je veux dès lors voir le taureau commencer de gémir sous le poids de la charrue. Voilà donc l'exercice de la hiérarchie, donc il entraîne des souffrances chez les subordonnés. Donc ici, le taureau, c'est un animal, voilà, quand on le fait travailler, que tu vas le faire travailler, donc il y a donc on constate que cet animal, voilà, robuste et fort, il commence à gémir. Donc les gémissements, c'est un signe de peine, de souffrance, voilà, parce que donc la tâche, il est en quelque sorte supérieur à ses aptitudes, ou bien ses potentialités, ou bien ce qu'il peut faire. Et voilà, donc toujours donc la résultante sera une fatigue, un affaiblissement, si ce n'est dans le moyen terme, ce sera dans le long terme. Eh bien, voilà, donc vous avez tous démontré cet axe-là. Voilà. Eh bien, du moment que voilà un autre, donc on a Virgile qui n'a pas, pardon, Vénavert, vous n'avez pas encore trouvé quelque chose à nous dire concernant les séquelles ou bien les préjudices de la hiérarchie. Oui, bon, voilà, enfin, vous avez je dépendais, toujours la même citation, je dépends toujours de Madame Alvarez. Donc la dépendance donc entraîne une certaine responsabilité, un certain malheur, un certain malaise, une certaine voilà, que vous êtes toujours sous la férule ou bien exposé aux accès d'humeur, surtout le supérieur, c'est une dame. Donc les accès d'humeur sont fréquents chez les supérieurs. Donc ici, Vénavert, il doit les subir jusqu'à la fin de sa carrière. Et bien, donc, on peut, psychiquement, donc, il en aurait certainement été marqué. À la page 60, on peut lire à partir de ce moment, à partir de ce soir, vous ne faites plus partie de la maison. Je demanderai à Monsieur Cohen de préparer votre compte. Ici, c'est Fernand de Haas qui renvoie d'un seul mot, d'un seul trait le personnage du taux, parce qu'il a contesté ses ordres. Bien, il n'avait pas tout simplement voulu exécuter ou bien faire ce que le patron lui demandait, parce qu'il le jugeait injuste sur le fait de rendre les commandes aux clients. Donc Dutot, il a jugé que pour garder les clients, il vaut mieux ne pas le remettre la marchandise. Et bien donc Fernand de Haas, dans un accès de colère, vous voyez,
il a renvoyé sans autre forme de procès. Donc, tout simplement, il a licencié. Donc, imaginez ce personnage-là, ce salarié, qui est licencié, s'il avait des crédits, s'il a des charges à payer, voilà, est-ce qu'il peut... C'est pas certain qu'il a mis de l'argent de côté. C'est pas tout le monde peut mettre de l'argent de côté. Voilà, donc il aura du mal à retrouver un autre travail. Et d'ici là, donc il va certainement souffrir parce qu'il a été rejeté. Eh bien, voilà, donc vous avez tous bien soutenu le fait que l'exercice de la hiérarchie entraîne des préjudices. Mais est-ce que cela nous donne raison d'abolir la hiérarchie? Voilà. Donc la hiérarchie, à mon sens, est nécessaire. Bon, essayez de montrer que la hiérarchie est nécessaire et il contribue à motiver le travailleur à donner le meilleur de lui-même. Donc on peut dire tout simplement qu'il a des avantages. Montrer en quoi la hiérarchie elle est nécessaire et elle a des avantages. Et voilà donc Madame Simone qui est toujours la première à avoir la réponse. C'est une prof agrégée, c'est normal. Donc à la page 123, vous dites au contraire quand les ordres confèrent une responsabilité à celui qui les exécute, exigent de sa part les vertus de courage, de volonté, de conscience et d'intelligence qui définissent la valeur humaine, impliquent une certaine confiance entre le chef et le subordonné et ne comporte que dans une faible mesure un pouvoir arbitraire entre les mains du chef, la subordination est une chose belle et honorable. Voilà, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Donc vous jugez, madame, que la subordination est une chose belle et honorable. Du moment qu'elle est belle et honorable, c'est-à-dire que la hiérarchie, elle est également belle et honorable. Mais bon, à ce que je vois, donc vous avez mis une condition. Donc il y a des conditions où cette subordination, ou bien cette hiérarchie, elle est, et on dirait, elle est bienfaisante, elle est positive. Donc vous avez dit que, ou bien vous avez précisé la condition, c'est quand les ordres confèrent une responsabilité à celui qui les exécute. C'est-à-dire, donc il y a une certaine voilà, donc vous l'avez déjà dit, donc quand on fait confiance à celui à qui on donne des ordres, on l'implique, on collabore avec lui, on dialogue, etc. On reconnaît sa part d'humanité, etc. On ne le considère pas comme un automate. Voilà, donc à ce moment-là, on peut considérer comme la hiérarchie comme étant bonne et bénéfique. Et voilà. Et pourtant, donc, on voit que vous reconnaissiez que la hiérarchie, elle comporte cette part, on dirait, irréductible d'arbitraire. Voilà. Donc, on ne peut pas la supprimer. Donc, mais en fait, on peut... Donc, la hiérarchie, elle peut s'exercer de façon à ce que voilà, ses répercussions soient bonnes et positives. Oui, vous avez tout à fait raison. Bon, Monsieur Virgile, vous avez quelque chose à nous donner? Oui. Regardez à la page 150, vous dites « Mais quand les essaims volent sans but, jouent dans le ciel, dédaignent leurs rayons et délaissent leurs ruches froides, tu interdiras à leurs esprits inconstant ce jeu si vain. Tu n'auras point grand peine à l'interdire. On lève leurs ailes au roi. Les rois restant tranquilles, personne n'osera prendre son essor et arracher du camp les enseignes. Donc cela veut dire que la hiérarchie maintient et rétablit l'ordre. Par moment, donc, il y a un désordre au sein de la ruche. Donc, quand il y a ce désordre, c'est-à-dire, donc, voilà,
l'activité cesse, il n'y aura plus de production. Dans ce cas-là, donc le cultivateur ou bien l'apiculteur, celui qui élève les abeilles, il a le droit, il doit user de son ascendant, de sa supériorité, de son pouvoir pour remettre les choses, pour remettre de l'ordre dans la ruche. Voilà, donc il s'agit tout simplement de couper les ailes au roi. Voilà, donc quand on attaque le chef de la ruche, donc voilà, l'ordre se rétablit. Voilà encore une citation. Oui, là, à la page 113. Tes ordres ne sont pas faciles à exécuter, mais sans toi, mon esprit n'entreprend rien de si haut. Voilà, donc ici, ce que je vois, donc vous reconnaissez que même si les ordres sont difficiles à exécuter, donc cela vous permet d'entreprendre, d'aller vers l'avant, d'expérimenter, de découvrir, de vous surpasser. Eh bien, voilà, c'est vrai, oui. On est tous d'accord là, surtout voilà, pour vous les élèves des sciences, voilà, des classes prépa, quand les profs vous donnent des exercices dont la difficulté elle est proportionnelle à vos aptitudes, donc cela vous encourage à travailler plus et et aller de l'avant. Mais si on vous donne des exercices trop difficiles, trop compliqués, voilà, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas aller loin. Donc ici, donc voilà, l'ordre, ou bien la hiérarchie, la manière dont il est utilisé, donc il peut influer soit dans un sens, soit dans l'autre. Voilà, donc il est judicieux alors de savoir en user. À la page 92, vous dites « Alors exercice enfin ton dur empire et arrête l'exubérance de Cérabon. » Donc vous parlez ici de la vigne. Donc la vigne, quand il croît, quand il pousse, donc les pousses, ils vont dans tous les sens, etc. Donc il s'agit pour le cultivateur d'user de façon rigoureuse, voilà, doit être impitoyable à l'égard de ces excroissances ou bien de ce bois qui pousse à tort et à travers. Donc il faut que la vigne ait une forme qui lui permet de donner plus et voilà, et être facile à travailler. Voilà, donc vous avez tout à fait raison. Oui, monsieur Vienavert, est-ce que vous croyez que la hiérarchie peut être positive? Oui, donc voilà, vous avez le fils naturel à la page 34, c'est Pasmal qui parle. Le fils naturel du patron a pris la direction de l'affaire avec une équipe de jeunes cadres dont je ne suis pas. Mais ça n'empêche pas d'être objectif, ils ont réussi à renverser la vapeur et à mettre en difficulté le colosse d'outre-Atlantique. Effectivement, si on contextualise la citation, donc le fils de Fernand de Haze, c'est Benoît. Donc on a tous l'idée comment il a pris les rênes. Donc il est en quelque sorte malhonnête, mais voilà. Donc à part ça, donc il était tyrannique. On a assisté à la manière dont il a renvoyé Madame Bachevski, la manière dont il s'adresse à ses salariés. Voilà, donc il prend un ton menaçant. Celui d'entre vous qui n'adopteront pas la cadence resteront sur le quai, c'est-à-dire, voilà, ils seront dépassés, ils seront jetés par-dessus bord. Donc il était menaçant, il était exigeant, il était rigoureux. Et ça allait dans le sens de bien contrôler son entreprise. Mais la résultante, c'est quoi? Il a réussi vraiment à renverser la vapeur. Donc la société, elle était sur le bord de la faillite, s'il ne l'était pas déjà, mais donc lui, il a sauvé l'entreprise. Et en sauvant l'entreprise, il a sauvé le travail. C'est 350 salariés qui ont conservé leur emploi. Et donc ici, on doit reconnaître que cette hiérarchie, donc il était bénéfique dans le cas de l'entreprise Ravoir et de Haas. Eh bien,
Voilà, c'est ici que prend fin cette partie. Donc vous avez tous bien défendu les enjeux que je vous ai donnés. Vous les avez tous remportés à égalité. Et bien sur ce, je déclare fini la partie et je vous donne rendez-vous pour une troisième partie.